Ligne droite, vue de haut. Pour cette vue de haut, chers auditeurs, Richard Dessèze et moi-même recevons aujourd'hui Hervé Juvin, essayiste, ancien député européen du Rassemblement national, conseiller régional des Pays de la Loire en 2021 et cofondateur du mouvement Les Localistes. Hervé Juvin, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Merci de votre invitation. Alors, vous n'avez pas de micro, c'est bon normalement, voilà. Richard, merci aussi de nous retrouver à nouveau. Vous êtes très actif sur cette matinale. Oui. Bonjour Liselotte, bonjour chers auditeurs. Alors commençons par parler de ces fameux droits de douane venant des États-Unis. Hervé Juvin, c'est ce qui inquiète énormément aujourd'hui les élus européens dans leur ensemble. C'était quelque chose d'assez prévisible et si on met de côté les intérêts français et européens, plutôt une décision de bon sens de la part de Donald Trump. Alors, décision de bon sens dans l'immédiat, probablement. L'augmentation forte des droits de douane imposés d'abord au Mexique et au Canada, et ensuite à la Chine. Dans un premier temps, 25% pour le Mexique et le Canada, 10% pour la Chine, avec probablement des hausses significatives dans les temps à venir. Le principal conseiller de Donald Trump, qui a commencé sa carrière sous Ronald Reagan, lui n'hésite pas à parler de droits de douane de 50%, de 60%, voire davantage, Lighthizer. Donc nous avons une politique offensive en matière de protection de ce qui est vu comme les intérêts américains, l'intérêt de la relocalisation des industries aux États-Unis et la défense, il faut bien le dire, contre le grand rival stratégique qu'est la Chine. La question posée dans le moyen et dans le long terme, ce sont les impacts pour le consommateur américain, ce sont les impacts pour la capacité de produire aux États-Unis, parce qu'on sait bien qu'un pays qui a laissé partir son industrie ne peut pas la reconstruire en quelques mois ou quelques années. Et on sait bien que la globalisation a eu cet effet. Nous sommes infiniment dépendants de ressources qui viennent du monde entier. Nous sommes infiniment dépendants de capacités de produire et de main-d'œuvre qui ne se trouvent plus chez nous. Et donc les effets à court terme des tarifs, c'est en effet l'effet protectionniste attendu. Une forte incitation aux entreprises à produire aux États-Unis. On voit même des entreprises allemandes, par exemple, qui, en raison notamment du coût de l'énergie, vont se relocaliser aux États-Unis. Et là, on pourrait dire que dans un premier temps, les effets de la politique tarifaire de Trump peuvent être gagnants. À long terme, les impacts sur le consommateur américain, sur le revenu américain et sur la capacité de produire américaine, ça reste à démontrer. Et peut-être est-ce que le consommateur américain va faire les frais de la politique de Donald Trump. Alors, Donald Trump justifie à court terme toute sa politique et en même temps, on a l'impression que, selon lui, étant donné que les États-Unis sont pillés par le monde entier, il est normal en fait de rançonner le monde entier pour faire en sorte que ce soit le monde entier qui finance les États-Unis par un juste retour des choses. Je ne sais pas si je le dirais comme cela. C'est peut-être un peu polémique. Les États-Unis, c'est peut-être un peu polémique. Je pense que les États-Unis développent depuis fort longtemps ce que l'on appelle en psychologie l'alternative entre locus interne, locus externe. Locus interne, tout ce qui me vient est de ma faute. C'est pas le monde entier qui est contre moi, c'est moi qui fais des erreurs. Locus externe, c'est tout ce qui arrive de mal, par exemple la drogue, par exemple le taux de criminalité, par exemple la délinquance, par exemple le désordre dans les banlieues et dans les centres-villes, tout vient de l'extérieur. Et cette sorte de complotisme généralisé qui veut que le monde entier en veut aux États-Unis, alors on le voit à la puissance 10 dans les discours de Trump et dans les discours de son administration. En gros, les problèmes de la drogue, c'est la faute du Mexique, les problèmes de l'immigration, c'est la faute de l'Amérique latine, etc. Les problèmes de la désindustrialisation massive, c'est la faute de la Chine, et on pourrait continuer comme ça. Les États-Unis ont développé depuis des générations une attitude qui consiste à reprocher au monde extérieur tous leurs problèmes internes. Je ne suis pas sûr que ça les conduise très loin, parce que les problèmes de la drogue, les problèmes de l'immigration massive pour fournir une main-d'œuvre que les Américains ne fournissent plus, tout ça, ce sont des problèmes internes aux États-Unis, et ça n'est pas en décrétant une guerre tarifaire, ça n'est pas en rebaptisant le golfe du Mexique, golfe américain, qu'on va résoudre ces problèmes. Et est-ce que les États-Unis sont en train de mettre en place, en fait, un financement extérieur de la politique intérieure états-unienne ? Ils l'ont toujours eu, c'est le privilège du dollar. Je ne me livrerai pas à des calculs que certains ont essayé de faire, mais il est clair que le dollar perdrait sa suprématie et ce qui a été son quasi-monopole des transactions internationales, le niveau de vie américain baisse de 30%. Il faut bien voir le rôle absolument extraordinaire que vaut
que joue le dollar dans la suprématie américaine. Le seul problème des déclarations de Trump, c'est qu'il se fait peut-être un peu d'illusion sur la place des États-Unis. Rendre les États-Unis à nouveau grands, make America great again, peut-être, mais les États-Unis, ça n'est plus que 17% du commerce mondial. Pour beaucoup d'entreprises que je peux croiser, la question commence à se poser. Vaut-il mieux travailler avec un Sud global en pleine expansion ou choisir de travailler avec les États-Unis en s'exposant notamment aux sanctions et à l'invraisemblable imbroglio juridique auquel s'expose toute entreprise présente aux États-Unis? La question mérite d'être posée. Si j'étais chef d'entreprise, si j'avais à investir à travailler dans le monde, je pense qu'aujourd'hui je ferais clairement le choix de travailler avec l'Inde, de travailler avec la Chine, de travailler avec l'Afrique, et que je n'essaierai pas et je ne prendrai pas le risque d'avoir un pied aux États-Unis, parce que quand vous avez un pied aux États-Unis, c'est toute votre entreprise et toutes vos activités dans le monde qui sont sujettes aux sanctions extraterritoriales américaines. Je pense que la question va se poser et que la réponse n'est pas évidente. Alors, certains pays du Sud global ne commercent pratiquement pas avec les États-Unis. Pour cela, les menaces de Trump, si vous essayez de détrôner le dollar, vous aurez des sanctions. Si vous touchez au monopole du dollar, vous aurez des sanctions. Pour ces pays-là, ce n'est pas important. Il y a deux pays majeurs pour lesquels c'est important. L'Inde réalise de l'ordre d'un peu moins de 20% de son commerce avec les États-Unis, et donc c'est important pour l'Inde. Et la Chine réalise 17% de son commerce extérieur avec les États-Unis, c'est important pour la Chine. Mais remarquez bien que pour l'instant, les droits de douane évoqués par Trump ne sont que de 10% à l'égard de la Chine, et remarquez bien que lors d'une prochaine rencontre avec Xi Jinping, probablement est-ce qu'on va avoir une négociation au plus haut niveau engageant le monde entier entre les États-Unis et la Chine. Mon sentiment est que les États-Unis ont besoin d'un accord avec la Chine. Et d'ailleurs, j'ai le sentiment que mes interlocuteurs chinois ne sont pas extrêmement inquiets de la guerre que Trump prétend leur déclarer. Ceux qui devraient être inquiets, ce sont les Européens. Parce que le grand risque est que nous ayons des ententes entre ces hommes forts que sont Donald Trump, que sont Xi Jinping, que sont Narendra Modi, qui est aussi à l'évidence Vladimir Poutine, et qu'en revanche, d'une manière ou d'une autre, l'Union européenne soit le ventre mou et la victime de ces accords. C'est la grande crainte que l'on peut avoir pour l'Union européenne, qui pour l'instant a quelques paroles. Les paroles récentes du président Macron ont été remarquées, mais pour l'instant absolument aucune action face aux opérations, je dirais pour le moins agressives, de l'administration Trump. Quand vous nous parlez de ces intérêts économiques qu'on pourrait avoir à se tourner plutôt vers la Chine que vers les États-Unis, Hervé Juvin, est-ce que ça n'impliquerait pas aussi des prises de position géopolitiques qui, pour le coup, pourraient être peut-être inquiétantes ou dangereuses pour l'Union européenne? Alors vous posez une grande question, est-ce que nous sommes rivés à l'alliance avec les États-Unis? Une première réflexion de quelqu'un qui a eu la chance d'accompagner nombre d'entreprises françaises et européennes depuis plusieurs décennies. Nous étions, avec Roland Moreno, les inventeurs des cartes à puces. Les cartes à puces sont américaines. Nous étions, jusque dans les années 2000, avec Alcatel, le leader des communications à grande distance, avec une avance mondiale considérable d'Alcatel. Alcatel a été détruit, et Alcatel a été détruit sur des interventions américaines. Je pourrais continuer la liste, naturellement avec Alstom Energy, et ce qui permettait aux turbines de nos moteurs nucléaires, notamment sur nos navires de guerre, d'être placés sous la dépendance américaine avec General Electric. Je pourrais continuer avec Péchinet, je pourrais continuer avec nombre d'entreprises françaises, voire des pépites, par exemple Morpho Safran. Pourquoi est-ce que Morpho Safran, leader mondial de la reconnaissance biométrique, dont chacun sait que dorénavant c'est une des technologies les plus importantes pour la sécurité dans le monde, pourquoi est-ce que Morpho Safran a été vendu aux États-Unis? Les États-Unis ont pillé l'industrie européenne et particulièrement les champions français. À cet égard, je veux bien qu'on ait beaucoup d'ennemis si on a des amis comme ça. Je pense que la réalité pour l'Union européenne, c'est la vieille politique de l'équilibre des forces. Je ne vais pas revenir à Kissinger au traité de Westphalie, mais je pense que l'Union européenne a tout à gagner de jouer l'équilibre des forces. Et en ce moment, essayer d'appuyer le cavalier seul américain, essayer d'appuyer un cavalier seul américain qui veut maintenir un unilatéralisme qui manifestement est dépassé, ça ne conduit l'Union européenne nulle part. Et je constate que dans le conflit provoqué en Ukraine, la grande perdante, c'est l'Union européenne. Je pense évidemment aux demi-million de morts jeunes ukrainiens courageux. C'est une catastrophe pour l'Europe,
Mais la catastrophe pour l'Europe, c'est aussi la séparation entre le pôle ouest de l'Europe, représenté plus ou moins par l'Union européenne, et le continent eurasiatique. Si cette séparation a été voulue, ça a été bien joué, bien calculé, et les résultats sont là, l'Union européenne est considérablement affaiblie. Je vous rappelle simplement ces chiffres, on ne va pas en donner beaucoup. L'Union européenne était à peu près à jeu égal avec les États-Unis en 1980. En 2025, nous sommes la moitié de la capacité industrielle américaine. Et le revenu par tête, le produit par tête d'un Européen est nettement moins que la moitié d'un Américain. Nous avons décroché. Et si ce décrochage se poursuit, la question démocratique, la question du régime et la question de la poursuite de l'aventure de l'Union européenne se posera évidemment. Alors, on va tout de suite passer aux solutions, parce que là, le spectacle est absolument horrible, celui que vous nous dressez. Et est-ce qu'on est capable de décrocher de cette vassalisation ? Est-ce qu'il y a une voie qui permettrait à l'Union européenne, et surtout à la France, de refaire, sinon jeu égal, en tout cas jeu équilibré, et pas totalement déséquilibré, avec les États-Unis, mais avec le reste du monde ? Alors, je l'ai d'abord évoqué, nous devons retrouver le sens des rapports de force et le sens de la puissance. L'Union européenne a été largement fondée sur un credo, évidemment sympathique, c'en est fini de la guerre, la paix règne entre les deux nations, et vous connaissez les folies qui ont prévalu jusqu'à la guerre en Ukraine, les banques européennes doivent s'interdire de financer tout projet d'armement et tout programme d'armement que ce soit. On a désarmé l'Europe. À l'évidence, il faut réarmer. Mais à l'évidence, il faut surtout se réarmer moralement et comprendre que nous sommes dans un monde de rapports de force, de rapports de puissance, qu'il est absolument impitoyable. Il n'y aura pas de pitié pour l'Europe dans les années à venir. Nous devons d'abord donc nous réarmer et penser les nations européennes en termes de puissance et en termes aussi de capacité militaire. Mais le second point, et c'est la réponse du localisme, nous devons penser à nous d'abord. Nous, Français. Nous, Français et nous, Européens. La grande force de Donald Trump derrière Make America Great Again, la grande force de Kennedy derrière Make Americans Healthy Again, rendre la santé aux Américains, qui sont obèses et qui voient leur espérance de vie diminuer. Seul pays dans le monde avec la Grande-Bretagne qui voit son espérance de vie diminuer. Ce n'est pas une promesse d'avenir. Eh bien, il faut que face à ces pays, l'Europe se réarme, mais il faut qu'elle pense à elle d'abord. Trump a bien raison de penser aux États-Unis d'abord. Poutine a bien raison de penser à la Russie d'abord. Xi Jinping a bien raison de penser à la Chine d'abord. Je ne suis pas sûr que les événements récents, à travers le soutien européen à l'Ukraine, à travers les commandes de vaccins contre le Covid, à travers l'ouverture du marché européen aux banques américaines qui dorénavant ont à peu près étouffé la totalité des banques européennes, je ne suis pas sûr que la politique européenne, ça soit de penser à l'Europe d'abord et que la politique française, ça a été de penser à la France d'abord. Ça, c'est le premier message du localisme. Nous devons reprendre le pouvoir sur nous-mêmes et nous devons utiliser tous les moyens, y compris les tarifs douaniers, y compris l'impôt, y compris les normes et la réglementation, pour protéger nos activités industrielles, mais surtout pour protéger notre capacité à décider pour nous-mêmes. Je pense que ce point-là est absolument essentiel. Quand nous ne décidons plus ce qui se passe sur notre sol, nous sommes sortis de la démocratie. C'est pourquoi la première composante du localisme, c'est de retrouver la démocratie. Décidons pour nous-mêmes de ce qui nous concerne. La seconde composante, c'est naturellement l'autonomie stratégique. C'est un mot qui a été employé par le président Macron. J'en ai vu peu d'effets concrets. Nous devons produire nous-mêmes ce qui nous est essentiel. Ça concerne au premier chef l'agriculture. Reprenons en main la production alimentaire qui est en train de nous être soustraite. Vous savez que la France, qui était un géant de l'agroalimentaire, est en train de devenir déficitaire dans ses échanges alimentaires. Nous n'avons plus d'autonomie alimentaire. Ça remonte à très loin, ça remonte à l'obligation d'importer du soja, du colza américain, etc., etc. Nous devons retrouver notre autonomie alimentaire, soutenir l'élevage, soutenir la production de lait, soutenir la production de fruits et de légumes, etc., etc. Il y va de notre sécurité. L'autre volet absolument essentiel au maintien de l'activité, c'est l'énergie à bas prix. La France avait un atout contre l'Allemagne, c'était l'énergie nucléaire. La folie allemande a détruit la capacité industrielle à produire à bas prix, de manière compétitive. La France avait cette capacité. Les folies des Verts allemands et la soumission française aux diktats des Verts allemands nous a conduit à fermer Fessenheim. Il est urgent que nous relancions nos programmes nucléaires. Il est urgent que nous retrouvions, grâce au nucléaire, la capacité à produire à bas prix. Et j'ajouterai un dernier point.
nous devons nous réouvrir au monde. Ce qui me paraît très dangereux aujourd'hui dans l'Union européenne, c'est qu'après, c'est vrai, l'extraordinaire performance chinoise en matière commerciale, en matière industrielle, maintenant en matière d'intelligence artificielle, de puces, de semi-conducteurs, avec l'agressivité américaine actuelle, nous hésitons et nous avons tendance à nous replier sur nous-mêmes. La réalité, c'est que le localisme est universel. La réalité, c'est que partout dans le monde, les gens veulent vivre bien sur le territoire, être bien chez eux, savoir où est produit ce qu'ils consomment, avoir des produits de qualité et si possible qui viennent près de chez eux. J'ai envie de dire que le localisme, c'est un universalisme de la singularité et de la différence. Et on sait bien que chaque peuple veut se différencier des autres. C'est le fait des frontières, c'est le fait des identités, mais c'est aussi le fait de ses préférences locales de tout niveau. Le localisme est un universalisme. Il serait très important, à mon sens, que la France en soit porteuse, parce que c'est un message pour le monde, c'est un message d'espoir, c'est un message d'ouverture, chacun bien sur son territoire, chacun fort de ses singularités, fort de ses excellences. C'est comme ça que la France et que l'Europe se réouvriront au monde. Je prends la parole 30 secondes, Richard, et puis je vous la laisse ensuite, Hervé Juvin. On a un auditeur en direct qui nous explique que pour mettre en place tout ce que vous proposez, ça doit passer par le Frexit. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens qui effectivement ne croient plus du tout en l'Union européenne et même à qui elle fait peur? La France a tous les moyens, pionnier historique de la construction de la communauté économique européenne puis de l'Union européenne, la France a tous les moyens de mettre les billes sur la table. Pour moi, il y a 3 questions à poser. D'abord, est-ce que c'en est fini du toujours plus d'Europe? On voit la manière dont Ursula von der Leyen entend utiliser la politique agressive de Trump pour imposer son agenda toujours plus d'Europe. Ça ne nous conduit qu'à la dissolution et à l'éclatement de l'Union européenne. Le deuxième point, c'est d'accepter le retour d'expérience. Je parle avec mon passé de député européen. Jamais la Commission n'accepte de revenir pour faire le bilan de ses erreurs, de ses échecs et de ses succès. Parce qu'il y a des succès européens et il y a des échecs. Le marché de l'énergie est une aberration. Le seul pays qui s'en tire bien aujourd'hui, y compris en termes de croissance et d'emploi, c'est l'Espagne, qui est sortie du marché européen de l'énergie. Il faut accepter ce que toutes les armées du monde font, un rétexte, un retour d'expérience. Ça a marché, ça n'a pas marché. Tant que l'Union européenne dit tout marche, on va dans le mur. Et la troisième question, c'est celle que vous posez. Est-ce que nous sommes d'accord avec ces 2 grandes nations historiques que sont la France et l'Allemagne? Est-ce que nous sommes d'accord pour renouer avec une politique de présence dans le monde, d'équilibre des forces et d'indépendance et d'autonomie européenne? Sinon, en effet, la France devra se résoudre à la voie que son histoire récente semble lui dicter, puisque c'est depuis la naissance de l'euro que la France décroche en matière industrielle et en matière de richesse et de productivité. Si la France ne peut pas agir dans le sens de son intérêt national dans le cadre de l'Union européenne, eh bien en effet la question du Frexit sera posée. Alors, est-ce que vous avez vraiment l'impression que la France, dont vous avez souligné qu'elle est l'un des membres fondateurs de l'Union européenne, aussi bien politiquement que philosophiquement, est aujourd'hui encore assez puissante pour renverser le cours des choses et dire à Ursula von der Leyen que son fédéralisme n'est plus de mise? Alors la France est sûrement capable de poser la question. Si j'ai posé la question, je pense que les réponses vont s'imposer d'elles-mêmes. On voit très bien la forme de dissolution par le bas qui, à la suite notamment des positions courageuses de Viktor Orban, de ce qui se passe en Slovaquie, de ce qui se passe dans nombre de pays européens, on voit très bien que le toujours plus d'Europe, il va toucher à sa fin. On voit très bien qu'il va falloir faire un retour d'expérience et dire par exemple que certaines fonctions, je pense à la santé, je pense à l'éducation, je pense aussi à la défense, doivent revenir aux nations. Je pense donc qu'on peut faire repartir l'Union européenne sur de nouveaux rails. Peut-être est-ce que c'est le rôle historique de la France et peut-être est-ce que c'est le rôle historique d'un président ou d'une présidente doté d'une vision de long terme, de poser les choses sur la table et de dire clairement que si les choses doivent continuer à se dégrader comme elles le font aujourd'hui, ce sera sans nous. Est-ce que le localisme, lui, prospère ailleurs, à défaut que ça prospère véritablement en France et en Europe? Alors c'est une des surprises de nombreuses interventions qui me sont demandées dans différents pays. Il n'y a pas de pays plus attaché à sa région, par exemple,
que la Chine. Si vous êtes avec un Chinois du Sichuan, il vous expliquera que la cuisine du Sichuan est extraordinaire, qu'il n'y a pas de meilleure cuisine dans le monde. Si vous êtes un Chinois du Zhejiang, la plupart des Chinois du 13e arrondissement viennent de cette région extraordinairement commerçante et développée, il vous expliquera que le Zhejiang, c'est la plus belle région du monde. Mais j'étais au mois d'août à faire un reportage au Mozambique, c'est la même chose. Les habitants de Maputo vous expliquent tous que Maputo est la plus belle ville du monde et qu'ils ne pourraient pas vivre ailleurs. Partout dans le monde, on est attaché à son territoire. Nous n'en avons pas fini avec la terre qui est sous nos pieds et nous avons envie de vivre heureux, en sécurité, avec des produits de qualité, là où nous vivons. Ça, c'est universel. Et c'est bien à cet égard que le localisme est un universalisme. J'avais plaidé dans un ouvrage publié par Gallimard, La Grande Séparation, pour une écologie humaine. Ça, je pense que c'est le cœur de l'écologie à venir. Elon Musk l'a dit avec force en Allemagne la semaine dernière. Le bonheur du monde, c'est la différence des cultures, c'est la différence des civilisations, mais aussi des régimes politiques, des systèmes économiques. C'est ça qui fait le bonheur de voyager dans le monde, c'est ça qui fait le bonheur de chacun d'être bien chez lui. Et cette diversité, il faut absolument la préserver. C'est dans ce domaine-là, je pense, qu'une grande voix de la France, une vision à long terme de la France, peut parler au reste du monde et peut entraîner le reste du monde. C'est intéressant ce que vous nous dites, Hervé Juvin, puisque le localisme, c'est un mot qu'on associe généralement à une forme de décroissance. Aujourd'hui, vous nous dites que grâce au localisme, on peut retrouver une forme de richesse. En tout cas, ça peut améliorer la condition des Français. Regardez l'état de la France. Depuis que nos gouvernements ont abandonné, sous l'égide du marché roi, ont abandonné l'idée d'aménagement du territoire, c'est-à-dire l'idée de développer des activités bien réparties sur le territoire pour y créer de l'emploi et de l'activité. Regardez l'état de ce qu'on appelle le rural profond, qui n'est plus le rural profond, de ces villes moyennes qui sont désertées, où tous les commerces sont à vendre, où on n'arrive pas à louer les maisons et où on n'arrive pas à trouver un café ou un restaurant ouvert le soir. La France est en état de désertification et une grande partie du territoire français est en état de mort clinique. C'est à ça que le localisme veut s'attaquer. J'ai récemment eu l'occasion d'organiser une rencontre avec un industriel breton qui a créé 1500 emplois dans sa région, dans le centre-Bretagne. Ça a recréé une école, ça a recréé des restaurants, du café. Tout simplement, ça a recréé la vie. Le localisme, c'est la vie sur tous nos territoires. Et ce devrait être pour moi une action essentielle des futurs gouvernements de la France. Il faut redonner de la vie à nos territoires. C'est là que les Français vivent. C'est là qu'on fera l'intégration et qu'on réussira à faire de chacun un Français bien sur son territoire, espérant dans un futur meilleur. C'est ce que tout gouvernement français devrait s'attaquer à faire. Écoutez, vous nous en avez bouché en coin, comme on dit, Hervé Juvin. Alors concrètement, comment est-ce qu'on fait pour mettre en place ce localisme ? Est-ce que déjà à échelle individuelle, il y a des choses que les auditeurs peuvent mettre en place ? J'imagine qu'il y a pas mal d'initiatives locales qu'on peut encourager, même avec peu de moyens. Alors, on peut encourager les initiatives locales avec peu de moyens, mais un sujet absolument essentiel. Keynes l'avait dit dans les années 30, essayons de produire chez nous tout ce qui nous est nécessaire, mais surtout que la finance demeure nationale. Il y a une chose que vous pouvez faire, et ceux de nos auditeurs qui ont un peu de moyens, si vous avez 100, que vous consacriez 90 à des sociétés américaines, à des sociétés du vaste monde, très bien, mais réfléchissez à investir 10 dans les start-up locales. Vous y serez connu, vous y serez reconnu, vous pourrez parler avec elles, vous pourrez vous intéresser à leur développement. Il y a certaines banques, je ne citerai pas de nom, qui favorisent ça. Il y a certaines banques qui favorisent le fait qu'une partie des dépôts de leurs clients, une partie des actions possédées par le client, ça soit des actions de société locale et qu'une partie de l'épargne serve au développement local. Ça m'apparaît absolument essentiel. La financiarisation de l'économie française et la centralisation des dépôts et des risques, en clair, la mort des banques coopératives et la mort des banques régionales, ça a tué l'économie locale. Ça a tué les capacités à financer les entreprises locales. Ça a tué la capacité à financer les initiatives des jeunes qui n'arrivent pas à faire un tour de table. Et quand l'argent passe par Paris, l'argent ne revient pas. Ce qui est essentiel, c'est de voir que l'argent de la Lozère ou l'argent des Hautes-Pyrénées, il va servir des aventures et des start-up aux États-Unis ou partout dans le monde. Il ne revient pas sur le territoire. Il est urgent de recréer des réseaux bancaires locaux, il est urgent de recréer des capacités à mobiliser l'épargne de manière locale. S'il y avait un verrou au localisme qu'il faut faire sauter, c'est bien celui-là. Il faut recréer des structures de financement qui permettent de financer local.
Et si cette solution séduit certains de nos auditeurs, pour ceux qui de toute façon n'ont pas les moyens d'investir justement dans d'autres entreprises puisqu'ils investissent déjà simplement dans leur propre foyer pour se nourrir et se chauffer, Hervé Juvin, est-ce qu'aujourd'hui il y a un parti qui serait le plus proche de cette solution que vous proposez? Est-ce que politiquement, aujourd'hui, il y a cette proposition? Ce que j'ai dit n'est pas très politique. Parce oui. que je peux retrouver des alliés, je peux retrouver des promoteurs du localisme, aussi bien à gauche qu'à droite, et aussi bien très à gauche que très à droite. Ça ne vous aura pas échappé. Ce que chacun d'entre nous peut faire, à produit à prix à peu près égal, c'est préférer les produits locaux. Ce que chacun peut faire, plutôt que quand il a réparé sa maison, quand il a des travaux à faire, quand il a réparé sa voiture, essayer de trouver l'artisan local, essayer de trouver la petite entreprise locale, plutôt que faire appel à des réseaux internationaux. La grande casse des indépendants, des artisans, comme des agriculteurs traditionnels, par les multinationales, la grande casse par la préférence de l'Union européenne pour le plus gros. En termes techniques, ça s'appelle la captation réglementaire. Les normes et les règles dictées à Bruxelles, elles sont écrites par les multinationales ou par les ONG qui les représentent. C'est catastrophique. Voir les Verts accepter un certain nombre de normes qui détruisent l'artisanat, qui détruisent le commerce indépendant, c'est catastrophique. Comment est-ce que les Verts ont pu se rendre au Parlement européen, à la Commission européenne, complices de multinationales qui détruisent les implantations locales, détruisent le réseau d'activités et d'entreprises sur nos territoires? Choisir local, choisir l'artisan, choisir le commerçant indépendant, ça c'est un acte militant et ça c'est un acte localiste par excellence. Non, toujours pas. Toujours pas. Et ben moi je continue, j'ai plein d'autres questions. Hervé Juvin, est-ce qu'il y a un pays justement qui s'est engagé sur cette voie du localisme et qui offre un bon exemple de réussite pour les quelques auditeurs qui ne seraient pas encore convaincus par tout ce que vous nous racontez, mais qui est déjà quand même assez attirant? Alors, je vais prendre des exemples un peu exotiques. On reproche beaucoup à l'Inde de ne pas avoir ouvert son marché intérieur. On reproche beaucoup à l'Inde, par exemple, de ne pas avoir ouvert son marché de la distribution aux grandes marques de distribution. Vous savez que la France a comme privilège d'avoir inventé supermarché et hypermarché quelque part en Bretagne. C'est l'une des inventions dont la Bretagne peut se targuer. Il y a eu une bonne raison à cela, c'est que le commerce de proximité, le petit commerce en Inde, ça représente probablement plus de 100 millions de ménages. Et vous avez des pays qui parviennent à protéger leur vie locale. L'Inde pourrait en être un exemple. Il y en a plus proche de chez nous. Regardez le succès de l'Italie et regardez la manière dont l'Italie a maintenu un réseau de petites et moyennes entreprises disséminées sur tout le territoire. Avec des formes d'essaimage, avec des formes d'entraide, avec des formes de compagnonnage qui fait qu'évidemment on est concurrents, mais en même temps on sait s'aider mutuellement. En même temps on sait se rendre des services. Je pense quelque part que la France a à apprendre de ses voisins et que, par exemple, nous devrions observer la manière dont, j'emploie un mot allemand, le Mittelstand italien est extraordinairement performant. Quand je vois la percée des Italiens, bien sûr en Chine, mais aussi dans certains pays, par exemple d'Afrique de l'Ouest, où les Italiens sont en train quelquefois de prendre la place des Français. Je pense que nous devons nous inspirer de nos voisins, nous devons regarder ce qui se passe chez nos voisins. Et surtout, nous devons fuir la tragédie allemande de l'énergie-Wende et de ce terrorisme vert qui a détruit l'industrie allemande et qui est en train de mettre l'Allemagne au bord de l'explosion. Et alors, se recentrer sur nous et sur ces stratégies localistes, Hervé Juvin, alors que l'on doit de l'argent à tous, est-ce que c'est pas risqué? Est-ce que ça pourrait être une solution à cette dette aussi? J'évoquais produire local, c'est ramener du revenu local. Produire local, c'est ramener du revenu, c'est ramener de l'emploi, c'est ramener de l'activité. Je suis extrêmement prudent sur ce qui va se passer sur la sphère financière mondiale. On sait bien que dans les cartons de Donald Trump, dans les cartons de l'administration américaine, il y a des projets pour peut-être pas rétablir la suprématie du dollar, mais en tout cas éviter, dissuader les BRICS de s'attaquer au dollar. Et il y a des projets qui vont beaucoup plus loin. Par exemple, considérer qu'une grande partie des dollars en circulation dans le monde sont le fait d'opérations qui ne sont pas légales, sont le fait d'opérations réalisées par des États contre l'intérêt américain, et donc il est très possible que l'on assiste à des tentatives de dire les dollars détenus hors des États-Unis, notamment les obligations détenues en masse par la Chine et par d'autres pays, n'ont plus de valeur. On est peut-être à la veille d'un grand recette monétaire et d'un grand recette financier. Et on sait que certaines directives de la Banque centrale européenne
peuvent conduire à ponctionner l'épargne des Européens. Si l'on souhaite avoir la monnaie numérique, si l'on souhaite avoir la monnaie numérique de banque centrale, que Donald Trump vient d'exclure pour les États-Unis, si l'on essaye d'avoir un contrôle généralisé par la Banque centrale européenne de tous les avoirs des Européens, c'est peut-être parce qu'un grand recette sur l'épargne et un grand recette sur la monnaie se prépare. Hervé Juvin, on va finir sur ces mots. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes donc essayiste, ancien député européen du Rassemblement national, conseiller régional des Pays de la Loire en 2021. Vous êtes aussi cofondateur de ce mouvement, donc les localistes. Si certains auditeurs s'intéressent au sujet et veulent creuser, est-ce qu'il y a un site, par exemple, sur lequel ils peuvent retrouver plus de travaux ? Oui, ils peuvent aller regarder le site Les Localistes et puis ils peuvent me suivre sur plusieurs. Vous avez la gentillesse de m'accueillir ce matin, mais sur d'autres télévisions, beaucoup de messages également sur les réseaux. Et bienvenue à toutes celles et tous ceux qui voudront rejoindre les localistes dans les mois à venir. Et ben voilà, le message est passé. Merci beaucoup Hervé Juvin d'avoir été avec nous. On vous retrouvera très prochainement pour pouvoir continuer à parler de politique européenne, française et donc de localisme. À très bientôt. À très bientôt, merci à vous.